Et si Pokrovsk, petite ville de l'Est ukrainien presque inconnue jusqu'à récemment, venait de bouleverser à jamais notre vision de la guerre moderne? À la toute fin de l'année 2025, la chute de ce nœud défensif a fait voler en éclats l'équilibre stratégique du front Est. Ce n'est pas seulement une victoire locale, c'est l'effondrement soudain d'un système défensif soigneusement construit par Kiev sur plusieurs années, pulvérisé en quelques jours sous la pression d'une nouvelle forme de guerre. Pokrovsk, autrefois simple point sur la carte, s'est mué en symbole d'un basculement radical. Jusqu'alors, tout semblait tenir. Réseau de tranchées profonds, bastions urbains fortifiés, logistique solide, lignes de communication protégées. Cette architecture, censée résister à toutes les offensives, s'est fissurée à une vitesse stupéfiante. Pourquoi? Parce que l'attaque n'a pas reposé sur la force brute, ni même sur un simple avantage numérique, mais sur une synergie inédite entre technologie, artillerie et logistique. Des dizaines de pièces d'artillerie ultramodernes ont pilonné sans relâche les positions défendues, tandis que la guerre électronique paralysait les communications, empêchant toute coordination efficace. Les drones déployés à une échelle jamais vue pourchassaient qu'à la moindre position adverse, guider un ordre tiré frappe et neutraliser les tentatives de repli. Derrière cette offensive, la logistique suivait un rythme effréné. Ponts mobiles, transports modulables, approvisionnement continu, rien n'a ralenti la machine de guerre. La prise de Pokrovsk révèle qu'il ne s'agit plus seulement de tenir une ligne ou de défendre un village. C'est toute une doctrine héritée des guerres du XXe siècle qui vient d'être balayée. Désormais, ce sont l'intégration de systèmes intelligents, la capacité d'adaptation tactique et la domination électronique qui font basculer les fronts plus sûrement que les chars ou les tranchées. S'obstiner à voir la guerre comme une simple question de bravoure ou de nombre, c'est ignorer la véritable révolution en cours. Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est risquer de mal comprendre la guerre de demain et de négliger ses conséquences potentielles sur la sécurité de l'Europe et du monde. Comment une seule opération, en quelques jours, a-t-elle pu inverser un rapport de force et marquer un tournant décisif dans la pensée militaire? Pour le saisir, il faut d'abord revenir sur le contexte et les enjeux qui ont conduit à ce choc stratégique. Avant d'analyser le déroulement de l'opération, il faut comprendre le paysage militaire de la région et pourquoi Pokrovsk occupait une telle importance sur la carte des combats. Pourquoi Pokrovsk n'était-elle pas une simple ville comme les autres sur la ligne de front? Pour saisir l'ampleur de sa chute, il faut comprendre ce que ce nom signifiait, tant sur les cartes d'état-major que pour les soldats sur le terrain. Pokrovsk, au cœur du Donbass, était bien plus qu'un point sur la carte. C'était le verrou logistique et stratégique de la défense ukrainienne à l'est. Deux lignes de chemin de fer majeures, un réseau de routes vitales. Par ce nœud transitaient comptent tous les ravitaillements, les renforts, l'artillerie, de Kourakov jusqu'au nord, à Ougledar vers le sud. Perdre Pokrovsk ne voulait pas dire céder du terrain, mais voir tout un dispositif défensif chanceler. Pendant plusieurs années, l'armée ukrainienne avait méticuleusement fortifié la région. Un maillage dense de tranchées, des champs de mines à perte de vue, des abris renforcés, des bastions urbains dissimulés entre faubourgs et zones industrielles. Chaque carrefour, chaque usine, chaque hauteur avait été transformée en forteresse moderne. La ville elle-même, avec ses infrastructures massives, était devenue une citadelle redoutable. Jusqu'à 15 brigades, des dizaines de milliers de soldats, étaient concentrés dans ce secteur stratégique. Leur mission, stopper toute percée russe à n'importe quel prix. Les hauteurs environnantes servaient de points d'observation cruciaux, tandis que les complexes industriels abritaient des places fortes, rendant chaque mètre gagné par l'ennemi extraordinairement coûteux. Ignorer la valeur d'un tel centre logistique, c'est prendre le risque de voir s'effondrer toute une armée. La force d'une défense ne se mesure pas seulement à l'épaisseur de ses murs, mais à sa capacité d'être ravitaillée, soutenue, renforcée sans relâche. Pokrovsk était ce cœur battant, ce pivot silencieux, sans lequel l'effort de résistance ne pouvait durer. Mais alors comment une telle citadelle, tenue par des unités aguerries et protégée par des défenses en profondeur, a-t-elle pu tomber? Pour le comprendre, il faut plonger dans la manœuvre qui a bouleversé tout l'équilibre du front. C'est dans la préparation minutieuse de l'assaut, l'intégration des nouvelles technologies et la maîtrise de la logistique que se trouve la clé de ce renversement. Le récit de cette opération éclaire un tournant décisif de la guerre moderne. Fini les assauts frontaux voués à l'échec. Désormais, place à une guerre d'étouffement, patiente et calculée. Sur le front oriental, l'armée russe opère une métamorphose radicale. Les attaques directes, si coûteuses en vie, laissent la place à une stratégie de déstabilisation progressive. L'objectif, neutraliser l'adversaire sans gaspillage de force.
Les Russes privilégient les frappes latérales, les manœuvres d'encerclement et le pilonnage continu, grignotant les défenses ukrainiennes couche après couche. Chaque avancée repose sur une coordination d'une rare précision entre les différentes armes. L'artillerie écrase les positions adverses, tandis qu'avions et hélicoptères frappent loin derrière les lignes. Les blindés progressent prudemment, guidés par des opérateurs de drones qui détectent la moindre faille et ajustent chaque tir. Les canons russes, omniprésents, mènent une guerre de contre-batterie sans merci. À chaque détection, une pièce ukrainienne est ciblée et détruite. Mais l'artillerie va plus loin. Elle s'attaque aussi à la logistique, pulvérisant dépôts de munitions et nœuds de ravitaillement. Ce harcèlement permanent coupe toute retraite et rend impossible la réorganisation ukrainienne. Les hauteurs stratégiques, ces tirkons du Donbass, deviennent le prix à conquérir. Leur contrôle offre une vue dominante sur le champ de bataille. Depuis ces points élevés, les Russes règlent leurs tirs, surveillant chaque mouvement ennemi et privent l'adversaire de l'initiative. Qui tient les tirkons impose désormais le rythme du combat. Mais la bataille se joue aussi dans les airs et à travers les ondes. Les Russes déploient des essaims de drones, bien plus que de simples observateurs. Ils frappent avec précision, pourchassent les cibles mobiles et s'affrontent dans une guerre électronique féroce. Brouillage, piratage et duels de drones bouleversent les plans ukrainiens, ajoutant une dimension imprévisible au conflit. Les effets se propagent vite. À peine la place forte de Selidov tombe telle que l'ensemble du dispositif ukrainien s'effondre. Un chaudron mortel se referme autour de Kourakovo. Les axes de ravitaillement sont coupés, piégeant des milliers de défenseurs dans des poches isolées, condamnés à résister sans renfort. Même les fortifications les plus massives ne font pas le poids face à une pression méthodique et à la synergie des armes modernes. Dans cette guerre du XXIe siècle, ignorer la puissance technologique, c'est courir à la défaite, même derrière des murs réputés imprenables. Cette nouvelle offensive ne vise pas seulement la victoire immédiate, elle redessine déjà la physionomie du conflit et prépare le terrain pour les prochaines phases. La stratégie russe modifie en profondeur les équilibres, annonçant un changement durable dans l'art de la guerre. Ce bouleversement du front annonce une ère où la technologie et la coordination l'emportent sur la simple force brute. Mais quelles conséquences pour la suite du conflit et les équilibres régionaux ? Quand une brèche locale se transforme en onde de choc stratégique, tout le front bascule. La chute de Pokrovsk n'est plus simplement la perte d'un point défensif, c'est l'ouverture soudaine d'un corridor vers le sud. Entre Pokrovsk et le fleuve Dniepr, il ne reste plus d'obstacles sérieux. Les anciennes lignes fortifiées, désormais exposées, deviennent vulnérables à une percée rapide et profonde des forces russes. Pour les bastions ukrainiens tels que Kramatorsk, Sloviansk ou Zaporizhzhia, la menace d'encerclement devient imminente. Hier protégés par la profondeur stratégique de Pokrovsk, ces nœuds de résistance se retrouvent isolés, chacun risquant d'être coupé des autres. Les lignes de communication, fragilisées, peuvent désormais être rompues en quelques jours, précipitant l'effondrement de tout le front oriental. Dans ce chaos, la désorganisation s'installe au sein des réserves ukrainiennes. Les flux logistiques, désarticulés, n'arrivent plus à soutenir l'effort. Le moral s'effondre, tandis que les pertes humaines et matérielles s'accumulent à un rythme impossible à compenser. Chaque brigade tentant de manœuvrer pour se replier ou renforcer une position devient une cible facile, sous l'œil constant de la surveillance ennemie, frappée par des tirs coordonnés et précis. La guerre a changé de visage. Elle ne repose plus seulement sur la bravoure des soldats ou sur la supériorité numérique. Désormais, la domination s'appuie sur une intégration systémique, drones quadrillant le terrain, logistique prédictive, renseignements en temps réel. L'intelligence artificielle rythme les batailles, les capteurs et satellites verrouillent chaque tentative de surprise. Celui qui contrôle la chaîne technologique impose sa volonté, verrouille l'initiative adverse et écrase la résistance. La supériorité ne se mesure plus au courage ou à la quantité, mais à la capacité d'unir chaque outil, chaque donnée, chaque ressource dans une stratégie souple et adaptative. Refuser de voir cette transformation, c'est s'exposer à une série de défaites, à la perte d'influence régionale, à une disparition progressive du jeu géopolitique mondial. Que retenir de ce bouleversement ? Quelles leçons pour les stratèges d'aujourd'hui et de demain émergent de l'exemple de Pokrovsk ? Les conséquences de cette mutation dépassent largement le cadre ukrainien. Elles annoncent les nouvelles règles d'une guerre où technologie et adaptation dictent l'issue des batailles. La victoire militaire ne repose plus seulement sur la force brute ou la bravoure. Désormais, ce sont la technologie, la logistique et la rapidité décisionnelle qui dominent le champ de bataille. La chute de Pokrovsk l'a prouvé,
Elle n'a pas seulement révélé l'épuisement des vieilles défenses, elle a exposé les nouveaux leviers du pouvoir militaire au XXIe siècle. Première leçon, la logistique s'impose comme l'élément vital de toute armée moderne. Sous la menace des frappes précises et des essaims de drones, chaque convoi, chaque dépôt, chaque rail devient vulnérable. L'incapacité à protéger et à réapprovisionner ces lignes condamne une position même fortifiée à l'isolement puis à la défaite. Mais la logistique seule ne suffit pas. Malgré l'essor des technologies, l'artillerie demeure le dieu de la guerre. C'est elle qui façonne le terrain, brise les lignes, détruit les soutiens. Un seul obus, c'est la preuve d'une chaîne logistique efficace et d'une coordination sans faille entre les armes. Le troisième enseignement, la véritable rupture vient de l'intégration des drones, de la guerre électronique et des réseaux d'information. À présent, la détection, la transmission et la frappe se succèdent en quelques instants. Les drones ne se contentent plus d'observer, ils guident les tirs, brouillent les radars, traquent les réserves et ouvrent la voie à des frappes chirurgicales. Dans ce nouvel environnement, la vitesse de décision est devenue une arme en soi. Un commandement agile, capable d'ajuster ses plans à la minute, peut renverser l'issue d'une bataille. L'époque des ordres figés, des attentes interminables est révolue. La réactivité écrase la rigidité. Mais ces avancées exhibent aussi des failles profondes. Le manque de munitions, la rigidité du commandement, l'épuisement des troupes, autant de vulnérabilités qui condamnent une armée, aussi bien équipée soit-elle sur le papier. Les fortifications et la puissance brute pèsent peu face à l'agilité et à l'innovation. S'accrocher aux dogmes du passé, c'est risquer l'impuissance stratégique et la déroute face aux crises de demain. Les certitudes anciennes s'effritent devant les réalités du champ de bataille moderne, où chaque erreur se paie au prix fort. En somme, la bataille de Pokrovsk impose un bouleversement de la pensée militaire. Sécurité, guerre et innovation doivent être repensées. Que reste-t-il des anciennes certitudes et comment s'adapter à cette nouvelle ère de conflit? Mais ce choc stratégique ne se limite pas à la sphère militaire. Il bouleverse aussi la perception des risques et des rapports de force à l'échelle mondiale. Pour comprendre l'avenir, il faut saisir la portée de cette transformation. Ce n'est pas qu'une victoire sur le terrain. C'est un avertissement, un signal que nul ne devrait ignorer dans ce monde en pleine mutation. Pokrovsk n'est plus une simple mention sur une carte. Depuis sa chute, à la fin de l'année 2025, l'équilibre entier du front est à vaciller. Ce ne fut pas seulement la défaite d'une position, mais celle d'un modèle figé sur les routines du passé. Observez la scène. Le mythe de l'invincibilité s'est effondré. Non sous la masse, mais sous la précision, la coordination et l'intelligence déployées. Artillerie guidée, drones à l'affût, logistique réactive. Ici, la victoire a changé de forme et de goût. Elle sourit désormais à ceux qui savent anticiper, intégrer et s'adapter plus vite que l'adversaire. Rester immobile, c'est laisser l'histoire vous dépasser. Sur le champ de bataille du XXIe siècle, l'inertie se paie cher. Ceux qui refusent de voir les signes du changement se condamnent à l'effacement, incapables de lire un monde où chaque conflit redessine les lignes du pouvoir. Pokrovsk révèle une mutation irréversible. La guerre a changé de visage. Ni la force brute, ni l'héroïsme isolé ne suffisent de plus. Les dogmes tombent avec les fortifications. Ceux qui saisissent l'importance de la technologie, de la fluidité logistique et de la vitesse d'adaptation tiendront demain les leviers de l'histoire. Il ne suffit plus d'étudier le passé. Il faut se demander, sommes-nous prêts à voir les mutations en cours ? Saurons-nous remettre en cause nos certitudes, apprendre, anticiper et saisir notre part d'avenir ? L'enjeu n'est pas abstrait. Il touche à notre sécurité, à notre compréhension du monde, à notre capacité d'influer sur le siècle qui vient. Ignorer la leçon de Pokrovsk, c'est risquer la perte de temps, d'influence, de lucidité, bien plus qu'un simple avantage militaire. À chacun de mesurer ce basculement. L'histoire ne s'arrête pas à la chute d'une ville. Elle continue, mutation après mutation, portée par ceux qui refusent de subir. Mais pour bien comprendre l'impact de la chute de Pokrovsk, il faut replacer cet événement dans une perspective plus large, en l'inscrivant dans le fil des grandes ruptures stratégiques de l'histoire. Car cette opération n'est pas sans rappeler d'autres moments où un point clé, apparemment anodin, a fait basculer le sort d'un conflit entier. Revenons par exemple à la Seconde Guerre mondiale, lorsque la percée de Sedan, en mai 1940, a ouvert la voie aux blindés allemands vers la mer. Sedan n'était qu'un point sur la carte, mais la défaillance de la ligne de défense française à cet endroit précis a précipité l'effondrement du front, forçant l'armée française à battre en retraite en quelques semaines. La rapidité du mouvement allemand, combinée à une coordination sans faille entre les blindés, l'aviation et l'infanterie, a pris de court les défenseurs,
incapables d'adapter leur doctrine à la réalité nouvelle de la guerre éclair. De même, lors de la guerre de Corée, la prise d'Incheon par les forces onusiennes, dirigées par le général MacArthur, a totalement renversé la dynamique du conflit. En débarquant à un endroit inattendu, en exploitant la surprise et la supériorité logistique, les Américains ont pu couper les lignes de ravitaillement nord-coréennes et forcer un repli général. Là encore, la combinaison de la technologie, de l'audace et de la logistique a été déterminante. Dans le cas de Pokrovsk, la nouveauté tient à la dimension technologique et informationnelle. Pour la première fois dans un conflit d'ampleur européenne au XXIe siècle, la victoire ne s'est pas jouée sur le nombre de chars ou de soldats, mais sur la capacité à synchroniser des essaims de drones, à brouiller les communications ennemies, à cibler de manière chirurgicale les points névralgiques du dispositif adverse. Prenons un exemple concret. Durant l'offensive, la Russie aurait déployé simultanément plusieurs centaines de drones d'observation et d'attaque. Certains servaient à localiser les batteries d'artillerie ukrainiennes, d'autres à guider les tirs d'artillerie, d'autres encore à harceler les convois logistiques en profondeur. Les Ukrainiens, pris dans cette toile high-tech, se sont retrouvés aveuglés, incapables de coordonner leurs mouvements ou de réagir en temps réel. Cette saturation du champ de bataille par les drones a rendu les anciennes lignes de défense obsolètes. À titre de comparaison, regardons la guerre du Haut-Karabakh en 2020, où l'usage massif de drones turcs Bayraktar TB2 par l'Azerbaïdjan a permis de percer des systèmes de défense anti-aériens réputés invulnérables. En quelques semaines, les forces arméniennes ont perdu des centaines de blindés, d'artillerie et de points fortifiés, sous l'effet de frappes de précision guidées en temps réel. Cette guerre fut le laboratoire de ce qui s'est passé à Pokrovsk, mais à une toute autre échelle et avec des moyens technologiques encore plus avancés. Pour mieux saisir la rupture, imaginons un officier d'état-major ukrainien formé aux doctrines classiques, tentant de coordonner une contre-attaque, mais ses transmissions sont brouillées, ses cartes de situation sont obsolètes à cause des frappes de drones, et il ne sait plus où sont ses unités ni où frappe l'ennemi. La rapidité du cycle renseignement-décision-frappe russe ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Ce scénario qui aurait semblé de la science-fiction il y a 10 ans est désormais la réalité du champ de bataille moderne. Ce n'est pas un hasard si les experts militaires occidentaux commencent à parler de « révolution dans les affaires militaires ». Cette expression, née dans les années 90 avec la première guerre du Golfe, prend aujourd'hui tout son sens, car la vitesse, la précision et l'intégration des systèmes deviennent les critères clés de la supériorité. Mais cette révolution ne se limite pas au matériel. Elle implique aussi une transformation profonde des méthodes de commandement. L'armée russe, souvent perçue comme rigide, a su dans ce cas démontrer une capacité d'adaptation tactique redoutable. Plutôt que de s'obstiner sur des objectifs secondaires, les Russes ont concentré leurs efforts sur les points de rupture, n'hésitant pas à changer de direction lorsque la situation l'exigeait. Cette souplesse, appuyée par une logistique fluide et une chaîne de commandement plus réactive qu'auparavant, a fait la différence. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, quelles seraient les étapes à suivre pour une armée moderne ? Premièrement, il est indispensable de développer des systèmes de défense anti-drones intégrés, capables de neutraliser les essaims ennemis. Cela implique des radars à bas coût, des brouilleurs mobiles et des unités spécialisées dans la chasse aux drones. En Israël, par exemple, le déploiement du dôme de fer a montré qu'il est possible de contrer des menaces aériennes multiples, à condition d'investir massivement dans la recherche et la formation. Deuxièmement, la protection des réseaux de communication doit devenir une priorité absolue. L'expérience de Pokrovsk prouve que la guerre électronique n'est plus l'apanage de quelques unités d'élite, mais une composante de chaque opération. Cela nécessite des liaisons résilientes, des systèmes de chiffrement robustes et une capacité permanente à rétablir les communications sous le feu. Troisièmement, la logistique doit être repensée sous l'angle de la mobilité et de la dispersion. Fini les dépôts massifs facilement ciblés. Il faut privilégier des chaînes d'approvisionnement flexibles, des stocks mobiles et l'emploi de véhicules autonomes pour limiter les pertes humaines et assurer la continuité du ravitaillement. Quatrièmement, la formation du personnel doit intégrer la culture de l'adaptation. Plus que jamais, les chefs de terrain doivent être capables d'initiatives, de décisions rapides et de remise en question permanente des plans établis. Cela suppose une refonte des cursus, l'introduction de simulations réalistes et l'apprentissage des leçons tirées des conflits récents. Enfin, la coopération inter-armes et inter-alliés devient essentielle.
Les armées qui sauront partager les données en temps réel, mutualiser leurs capteurs et coordonner leurs frappes seront celles qui domineront demain le champ de bataille. L'OTAN, par exemple, investit depuis plusieurs années dans l'interopérabilité de ces systèmes, afin de ne pas se retrouver dépassé dans un conflit de haute intensité. Ces transformations sont difficiles, coûteuses et parfois impopulaires auprès des états-majors attachés aux traditions. Mais l'histoire de Pokrovsk montre qu'il n'y a plus de place pour la complaisance. Chaque retard, chaque inertie se paie au prix fort, non seulement en pertes humaines, mais aussi en influence politique et en crédibilité internationale. Sur le plan géopolitique, la chute de Pokrovsk a des répercussions qui dépassent largement l'Ukraine. Elle envoie un message clair à toutes les puissances régionales: la sécurité ne peut plus reposer sur des schémas hérités du passé. L'Europe, en particulier, doit tirer les leçons de cette défaite stratégique et repenser sa propre doctrine de défense. Imaginons un scénario: si un point logistique clé comme Rzeszów en Pologne venait à être ciblé par une offensive combinée de drones, de missiles et de guerre électronique, la capacité de l'OTAN à soutenir l'Ukraine ou à répondre à une crise à l'Est serait gravement compromise. Ce danger n'est plus théorique, il est désormais tangible, et il appelle à une mobilisation urgente des ressources et des intelligences. Pour la France, cela signifie accélérer le déploiement du programme Scorpion, qui vise à intégrer tous les moyens terrestres dans une bulle de renseignement et de commandement unique. Pour l'Allemagne, cela suppose de surmonter les lenteurs budgétaires et de moderniser ses chaînes logistiques. Pour l'Italie, l'Espagne, la Suède, la Pologne, il s'agit d'investir dans les capacités de défense anti-aérienne, la cyberdéfense et l'innovation tactique. Au-delà du militaire, la société civile aussi doit se préparer à une nouvelle ère de conflits hybrides. Les infrastructures critiques, énergie, réseaux, transport, doivent être protégées contre les attaques cybernétiques et les sabotages. Les citoyens doivent être informés et formés aux situations de crise, comme l'ont fait les pays baltes après 2014 en réintroduisant des exercices de défense civile et des campagnes d'information massives. La leçon de Pokrovsk est claire: la sécurité d'un pays ne dépend plus seulement de ses frontières physiques, mais de sa capacité à anticiper, à s'adapter et à réagir vite face à des menaces qui changent de forme et de rythme à toute allure. Pour conclure, revenons à la question initiale. Comment une opération de quelques jours a-t-elle pu bouleverser toute une doctrine, menacer l'équilibre d'un continent et forcer le monde entier à repenser ses certitudes? La réponse est simple, mais vertigineuse. Parce que la guerre, comme l'histoire, n'attend pas. Elle mute, elle surprend, elle punit les retardataires et récompense les audacieux. Pokrovsk n'est qu'un avertissement. Il appartient à chacun, stratège, décideur, citoyen, de ne pas le laisser sans suite. Demain, d'autres Pokrovsk surgiront peut-être ailleurs, sous d'autres noms, sur d'autres continents. Sommes-nous prêts à les reconnaître, à les comprendre et à leur opposer des réponses à la hauteur de l'enjeu? La question reste ouverte, mais la leçon, elle, ne souffre aucun doute. La guerre du futur se joue aujourd'hui, et elle n'attend personne.